Bonjour, bienvenue dans l'Unique en Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode intitulé Jouer avec le feu. On va parler de sujets brûlants, de comment encadrer des jeux à thème un peu polémiques. Pour aborder ce sujet, j'ai avec moi notre groupe d'experts. Alors, la première fois qu'on a fait un gros jeu de stratégie ensemble, il a lancé une bombe nucléaire sur la partie. C'est Damien Leroy. Bonjour. Tu savais qu'un jour ça arriverait. Ça s'est tombé sur le coin du nez, comme la Je bombe nucléaire. me l'étais noté quand même au cas où si on ne revenait pas dessus, mais bonjour. Bonjour. Quel que soit le jeu vidéo auquel il joue, les civils donc à bien se tenir et passer un mauvais moment. C'est Jérôme Le Gripageste. Bonjour Florine. Et puis, il choisit toujours les choix de dialogue les plus risqués dans un jeu. Et c'est Lucie Tamboise qui nous l'apprend, notre régisseuse. C'est Arthur Gatté. Bonjour. Bonjour, notre spécialiste jeux vidéo. Et régisseur quand il n'est ouais, pas sûr, autour de cette oui, table. quand je ne suis pas sur cette table, oui, effectivement. Et donc, nous avons également Lucie, Benoît et Nicolas en coulisses pour préparer cette émission. Et nous sommes accompagnés bien sûr par Florine Le Marchand qui n'aime pas trop jouer avec le feu, ou alors c'est juste pour faire fondre du fromage Exactement. lors d'une fondue, c'est ça. Je recommande. Alors pour cet épisode sur les jeux polémiques et leur encadrement dans l'enseignement supérieur, on va commencer avec la traditionnelle chronique Ticket to Teach de Jérôme, suivie d'une discussion tous ensemble. Arthur, tu nous as réservé également une chronique Video Game Fact, Oui. dont tu as le secret, sur l'intérêt de contextualiser des jeux vidéo, Oui. notamment ceux qui sont associés à des contenus violents, en tout cas considérés comme violents. Et puis, on terminera par une revue des derniers jeux testés, découverts, et puis un petit jeu pour tester vos compétences en ludopédagogie. On reprend un jeu de l'an dernier. Et donc, pour commencer, Jérôme, nous t'écoutons sur ta chronique Ticket to Teach, jouer avec le feu. Merci Florine. Alors moi j'avais plein de choses déjà à dire, à demander sur les... Arthur, je le demanderai après. Sur... Donc c'est la troisième option en général, hein, l'option risquée dans les jeux vidéo. Généralement, oui, c'est ça. Ouais. Et quand on veut suivre l'histoire bêtement pour le premier. Oui, c'est le premier. Voilà. Donc très bien, donc c'était... Alors parce que aujourd'hui on va se plonger dans un sujet qui est très délicat et très dangereux. Eh bien ce moment où le jeu dérape, où une intention ludique bienveillante se heurte à des sensibilités et va provoquer une véritable controverse. Pourquoi certains jeux créent-ils la polémique ? Comment aborder des thématiques sensibles tout en maintenant un cadre respectueux des joueurs et aussi, j'ai envie de dire, d'une éthique générale, et cela surtout dans un contexte éducatif. Et surtout, enfin, comment réfléchir collectivement à ces dérapages pour en tirer des leçons ? Explorons ensemble donc, toutes ces questions en nous appuyant sur des exemples concrets et aussi sur des perspectives philosophiques et éthiques. Alors, on va prendre l'un des exemples qui a fait un peu parler de lui dans la presse nationale et internationale avec la Famiglia, donc, car certains jeux de société font et ou ont fait l'objet de polémiques retentissantes. La Famiglia est un jeu allemand de 2024 sur les guerres mafieuses en Sicile. Ce titre a provoqué un tollé en Italie, et en particulier en Sicile, où il a été perçu comme stigmatisant les Siciliens et banalisant une réalité sociale historique douloureuse. Notamment les victimes aussi de la mafia se sont dressées et ont été vent debout devant ce jeu qu'ils considéraient extrêmement insultant. On a d'autres exemples comme Golem, qui a été critiqué ici pour une appropriation culturelle insensible en transformant un mythe fondateur du judaïsme en une simple mécanique de jeu. Ces exemples montrent à quel point les thèmes choisis peuvent devenir des points de friction lorsque la création ludique manque de contextualisation ou de respect pour ses sources d'inspiration. D'autres jeux suscitent la controverse pour leur satire, comme par exemple Monopoly for Millennials, donc, qui est sorti en 2018, qui se moquait des jeunes générations et de leurs difficultés économiques. Ou encore un autre jeu peut-être encore plus connu qui s'appelle Secret Hitler. Donc quand on a un nom comme ça, on se doute qu'il y a un petit risque. Hein. Si je faisais un jeu, le jeu des 7 Hitler, je sais pas où. Voilà. En tout cas, Secret Hitler, ce jeu a été très critiqué pour son utilisation évidemment d'une période particulièrement sombre de l'histoire à des fins ludiques. Bien que ces jeux se revendiquent comme souvent humoristiques ou volontairement provocateurs, ils interrogent sur les limites de ce qui est acceptable dans un contexte ludique. Ces polémiques nous obligent à poser des questions fondamentales. Jusqu'où peut-on aller dans le choix des thèmes et ou des mécaniques de jeu ? Quel est le rôle des créateurs et des joueurs dans la gestion de ces sensibilités-là ? Paul Ricoeur,
Ça fait un moment que j'ai pas parlé d'ailleurs de Vladimir Mais oui, il nous manque. Jankélévitch. Il nous manque, mais en fait, il rentre pas tout à fait dans les chroniques. Mais donc, je vais parler de Paul Ricoeur, que j'aime bien par ailleurs. Donc, dans Temps et Récit, Paul Ricoeur souligne que toute narration porte une responsabilité éthique. Elle participe à la construction du sens collectif. Les jeux de société, par extension, en tant que forme de narration partagée, ne peuvent pas échapper à cette responsabilité. Lorsque le cadre narratif touche à des sujets sensibles, comme la colonisation, l'esclavage, les inégalités, une mauvaise exécution risque de banaliser ou de déformer des réalités qui sont complexes. Hannah Arendt, dans Responsabilité et jugement, rappelle que la responsabilité individuelle ne s'arrête pas à la seule intention. C'est pas parce que j'ai une intention qui est bonne que nécessairement ce que je vais créer va l'être. Appliqué au jeu, cela signifie que les joueurs ont eux aussi un rôle à jouer dans l'interprétation des thèmes et dans la manière d'éviter les dérapages en groupe. Enfin, un autre auteur, John Dewey, dans L'art comme expérience, eh bien, il définit l'expérience artistique comme un processus à la fois individuel et collectif, et cela influencé par le contexte social. Tout cela nous invite à penser le jeu comme une expérience dont la signification dépend autant de son design que de la manière dont il est reçu et partagé. En classe, l'utilisation de jeux controversés ou simplement mal interprétés peut poser de nombreux problèmes, surtout lorsque les émotions ou les sensibilités des apprenants entrent en jeu. On peut prendre par exemple le Puerto Rico, qui est un excellent jeu, un de mes jeux préférés, un des jeux les mieux notés dans Board Game Geek. Ce jeu a été très souvent critiqué parce que il y a une représentation implicite de l'esclavage à travers la gestion des plantations. On fait pousser des choses dans une plantation, mais évidemment, il y a quand même des gens qui doivent travailler dedans. Mais ça, on n'en parle pas. Et donc, ça peut évidemment poser un problème, en particulier si soi-même, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, on a des connexions familiales et personnelles par rapport à ces sujets-là. Donc, si ce jeu est utilisé sans explication préalable du contexte historique et des choix du game design, cela peut provoquer un malaise, voire plus, chez certains joueurs ou certaines joueuses. Alors, comment encadrer ces situations ? 1. Il faut choisir avec soin les jeux proposés. Privilégier des jeux sans thème controversé, lorsque le cadre ou le public ne permet pas une discussion approfondie. Il y a des exemples de jeux abstraits ou partiellement abstraits, comme Splendor, par exemple, ou Codenames. Là, ça offre une expérience qui est engageante et il n'y a généralement pas de risque de heurter des sensibilités. On peut aussi, deuxième possibilité, contextualiser les thèmes. Lorsqu'un jeu aborde une thématique complexe, présenter le contexte avant de jouer. Cela inclut une discussion sur les choix de design et les mécaniques implicites. Par exemple, avant une partie de Secret Hitler, discuter la manière dont les régimes totalitaires manipulent les masses pour s'élever. À ce titre-là, le jeu peut devenir un élément d'illustration qui sera certainement approprié de façon plus correcte et plus respectueuse. 3. Favoriser la métacognition. Engager une discussion post-partie, débriefer, pour analyser les ressentis des joueurs et des joueuses, les dynamiques sociales qui ont émergé et les éventuelles tensions. Cette démarche permet de transformer une situation potentiellement conflictuelle en un moment d'apprentissage. Enfin, 4. Il faut responsabiliser à tout prix les participants. Sensibiliser les joueurs à leur propre rôle dans l'expérience. Par exemple, pour éviter les blagues ou les comportements qui pourraient exacerber une situation délicate, notamment dans les jeux de rôle, où les interactions sont souvent spontanées et improvisées. Pour conclure, donc, les jeux de société sont des outils puissants pour apprendre, se divertir et créer du lien, on le sait. Mais leur potentiel narratif et social peut aussi devenir une source de tension lorsqu'il touche à des thématiques sensibles. Comme le disait, il n'est pas là mais je le salue, Benoît, parce qu'il aime bien faire conclure avec une petite citation, mais comme le disait Hannah Arendt, la responsabilité est le prix de la liberté. La responsabilité est le prix de la liberté. Donc en tant qu'éducateur, enseignant, joueur ou créateur, nous avons le devoir d'être attentifs à la manière dont les jeux sont conçus, choisis et ensuite utilisés. Alors faut-il jouer à des jeux sans thème explicite pour être tranquille ? Peut-être que la question ici n'est pas d'éviter les sujets sensibles, mais donc de les aborder avec intelligence et empathie, en transformant chaque partie en une opportunité évidemment d'apprentissage et de dialogue. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense qu'il y a plein de questions qu'on a envie d'aborder en t'écoutant. Moi, je reviendrai bien sur l'exemple de Secret Hitler que tu as cité. Peut-être pour le présenter aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de bluff un peu type loup-garou. Où donc on a un joueur ou une joueuse qui interprète Hitler et on a les autres qui interprètent des fascistes ou des libéraux.
Tout le monde sait qui est Hitler, mais Hitler ne sait pas qui sont les fascistes et les libéraux ne savent rien. Donc c'est un peu l'équivalent des villageois, visiblement, dans Mhm. Le Garou. Et donc je lisais un peu dans des articles de personnes qui ont trouvé justement ce jeu particulièrement déplacé. J'ai un blog, c'était le Point de Paul Garin, je cite cette source-là. Ce qui était reproché, c'est justement le fait que c'est une mécanique de bluff. Le thème semble vraiment gratuit par rapport à cette mécanique, et ça apporte rien de plus qu'un jeu dont il est inspiré qui s'appelle The Resistance par exemple, ou d'autres jeux qu'on peut connaître, type justement le Loup-garou. Euh, donc moi, à la limite, quand je t'ai entendu, je me suis dit, oui, la contextualisation, là, elle a un intérêt parce que toi, tu as parlé de la manipulation. Donc là, le bluff, ça peut à la Mhm. limite faire sens. Mais c'est vrai qu'on se demande, dans un jeu comme ça, si la mécanique, enfin, si le thème est gratuit par rapport à la mécanique, est-ce que ça vaut pas la peine, si on veut vraiment parler du nazisme et de la manipulation, de prendre un autre jeu de bluff et le débriefer mieux. En fait, je trouve que c'est une très bonne remarque et ça complète ce que j'avais un peu écrit autour de la responsabilité en fait qu'on a en tant que ludopédagogue, ce genre de responsabilité. Euh, Je remettais Dans le- notre dimension de conseil, on interroge souvent la pertinence du choix du jeu versus un autre dispositif. Et je voulais prendre l'exemple, pour revenir dessus, comme tu le disais tout à l'heure, de la colonisation, par exemple. Euh, un enseignant, une enseignante qui vient nous voir en disant je souhaiterais parler de la colonisation autour d'un jeu. Est-ce que vous pouvez me concevoir un jeu autour de la colonisation? Eh ben, comment concevoir un jeu autour de la colonisation sans aborder ou incarner des colons, par exemple, ou matérialiser l'esclavage par la mécanique? Et à ce moment-là, exactement comme tu le disais, est-ce qu'on a intérêt à se servir d'un jeu pour illustrer ces concepts-là? Oh, toi, tu dirais carrément ne pas forcément utiliser un jeu Se et... poser davantage la question, en ayant une scénarisation peut-être encore plus, enfin, très très délicate, parce qu'il ne s'agit pas de concevoir quelque chose, nous, de maîtriser, puis de donner sans préconisation quelque chose qui risque en fait de faire des dégâts ensuite. Mhm. Et donc nous, notre responsabilité, elle est énorme sur la réussite du dispositif. Et donc c'est à mon avis, de nouveau un bon élément de réponse à est-ce que j'ai intérêt à faire un jeu pour de discuter de la thématique de la colonisation, par exemple, euh, si je suis pas armé pour réellement dispenser un jeu autour de la colonisation. Ça vous est déjà arrivé, dans le cadre de conseils ou d'accompagnement d'enseignants, voire de création de jeux, d'avoir à vous poser ces questions-là par rapport à la sensibilité d'un thème? Alors, très récemment, oui, mais pas par rapport à un jeu tout à fait, mais par rapport à une ressource en réalité virtuelle, où l'idée c'était de concevoir une ressource où on allait se projeter dans une cellule de prison, par exemple, et voilà, se pose la question de qu'est-ce qu'on cherche à reproduire comme sentiment. Euh, on va pour faire le parallèle avec le jeu, mais la réalité virtuelle, c'est extrêmement engageant, c'est vecteur d'émotions décuplées. Mhm. On peut le retrouver dans le jeu également, hein, l'euphorie et le flow grandissant, les émotions seront décuplées, et donc on va avoir une hypersensibilité vis-à-vis du thème, vis-à-vis de l'environnement et de ce qu'on vit. Donc forcément, je me pose la question, quand on conçoit la ressource, qu'est-ce que ça laisse comme trace derrière après? Qui va pouvoir animer un tel dispositif et être en mesure d'accompagner les personnes qui ont vécu cette expérience? Euh, Parce qu'on ne sait pas en fait ce que ça peut déclencher. On ne sait pas ce que ça peut laisser comme trace dans le temps. Et on en vient, je pense que c'est le mot qu'on a le plus répété au cours de nos sessions de formation, d'accompagnement, c'est la place du débriefing, enfin briefing Ouais. et débriefing. Mais à mon avis, toujours pour revenir sur la responsabilité, dans le cadre du jeu avec le feu et ses thématiques risquées, le débriefing est essentiel, essentiel, essentiel. Mm. Oui. Et la Et personne le qui va, briefing, oui. et la personne qui va, Oui, tu disais former aussi ouais. les animateurs si on n'est pas soi-même l'animateur. Oui, l'articulation briefing débriefing, pardon, mais Donc, enfin, on touche du doigt, enfin, on se balade sur la ligne de crête qui nous permet de pouvoir éventuellement aller aborder des sujets de façon toucher du doigt et faire toucher du doigt des réalités en faisant vivre. Et c'est là où il y a une ligne de crête très très étroite où on peut aller, on peut tomber dans le voyeurisme, on peut tomber dans le sensationnalisme, on peut tomber aussi dans des fois une promotion non souhaitée d'un certain type d'idéologie, une forme de glorification. Mm. Et c'est là où voilà, et c'est compliqué d'en rester dans notre champ pédagogique et d'être en contrôle de ce que l'on cherche à ce qui se passe dans notre situation, dans notre classe.
Moi, ça m'arrivait très très régulièrement parce que je faisais de l'histoire des idées et sur des idées avec voilà des fois sur des idées autour du féminisme, justement du totalitarisme, la question de la tolérance. Donc on a très très vite fait d'avoir des choses qui peuvent nous échapper. Mhm. Parce qu'on a des publics qui ne sont pas forcément en plus homogènes en termes de conception politique, ils ne sont pas non plus homogènes en termes de sensibilité à certains types de sujets. Je pense en termes voilà, de colonisation, décolonisation, par exemple. On n'a pas forcément les mêmes rapports suivant qu'on est extérieur ou soi-même victime indirecte ou descendante de la question. Donc on a très très rapidement des enjeux qui peuvent émerger. Et c'est typiquement des situations où il ne faut pas que le contrôle nous échappe. Et donc voilà, il y a beaucoup d'exemples. Enfin, moi sur la question de l'esclavage, c'est revenu assez souvent. Donc là, je vois un truc sur Invasion, sur la question de l'esclavage, c'est quelque chose voilà, qui me semblait intéressant à évoquer. Et à faire jouer donc dans des cadres de jeux de rôle. Donc là, Invasion, on n'en parle pas forcément spécifiquement. Et donc, une fois de plus, on ramène des choses. Voilà. Ah, voilà. Mais c'est vrai qu'on a plein de jeux de civilisation où, où on part vers la conquête d'un empire et d'en découvrir des soi-disant nouvelles terres et on sait qu'il y a un peu et puis des fois, il y a la violence. Enfin, la violence sous-jacente. Quand je déplace un pion pour prendre... Voilà, je prends ce territoire-là. C'est juste un petit pion en bois qui s'est déplacé, mais derrière, en fait, de façon implicite, ce sont des populations qui peuvent être déplacées, des populations qui peuvent être massacrées, c'est des combats, Donc il y a une violence parfois très très forte, et c'est intéressant aussi de mettre en lumière ces questions-là, et puis d'interroger sur la façon dont ce plaisir, cet amusement qui va se mettre en place, il est ou pas pertinent. Quand je pense... c'est pour ça qu'on a quelques jouets de ce type-là, qui interrogent des fois les parents. Est-ce que faut que j'achète Est-ce que c'est mon enfant qui joue comme ça, à s'entraîner, à faire la guerre c'est le même questionnement éthique que l'on peut avoir. Est-ce que quand on fait un parc d'attractions, en se disant on va faire un parc d'attractions sur la Seconde Guerre mondiale, et où les gens vont faire un parc immersif où les gens vont pouvoir faire comme ici, sauter en parachute, vivre le débarquement comme s'ils y étaient. Est-ce qu'il y a un moment où on n'est pas en train de mobiliser le ludique sur un sujet qui devrait peut-être en être préservé? Tiens, je vais faire un jeu. Où je suis un architecte qui doit essayer de concevoir là, ce que c'était la thématique hier des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, Birkenau. Là, je vais faire un jeu où j'essaie de construire de façon optimale un camp d'extermination et de crémation. Et donc là, je gagne des points d'expérience si j'augmente. Voilà. Donc, effectivement, on va se rendre compte de la mécanique avec tous les agents qu'on peut avoir, et ça peut nous permettre d'aborder tous les sujets, des Allemands, des Sonderkommando, des personnes qui sont arrivées ici, des populations, etc. On peut parler du sujet. Après, certainement que... c'est pas le bon moyen. Le médium jeu ici me paraît complètement... c'était un plus jeune, s'en rappelleront. Non, les plus anciens. Le jeu des 1000 euros, qui s'appelait le jeu des 1000 francs à l'époque. Bon, peu importe. Un classique. Un classique, merci. Et dans le jeu des 1000 francs, un jour, il y avait une question qui était posée en disant... combien de personnes ont été tuées lors de je ne sais plus quel génocide? Et donc, il y a la personne qui donne une réponse, et c'est le jeu des 1000 francs ou des 1000 euros. On pouvait donner plusieurs réponses. Et donc, il dit, je ne sais pas, 2 millions. Non, plus. 3, encore. Et puis, donc, il donne la bonne réponse. Et donc, il y avait quelque chose de malsain qui s'installait. À voir l'enthousiasme du présentateur à dire, allez, montez encore. En fait, il n'était pas en train de parler de patates ou de mort. Pas quoi que certains véganes nous diraient. Non. Non, mais voilà, on était sur un sujet sur lequel, justement, la décence aurait quand même nécessité qu'on prenne une grande distance, et même qu'on se dise, on va pas poser cette question-là. C'est un jeu, là. Donc, est-ce qu'on peut le mobiliser de cette façon-là? Donc, bien souvent, donc là, pour répondre à la question initiale, Secret Hitler, en fait,
Moi, je ferais partie. Alors, je n'irais pas manifester devant l'éditeur ou faire une fatwa et puis les brûler, mais quelque part, je me pense que l'éditeur fait une erreur ou assume une forme un peu là de sensationnalisme, à dire tiens, je vais prendre Hitler. Et je suis sûr que ça, voilà, ça, il a pas fait. Il y a un lien thématique et commercial en fait, qui est malsain. Ça. Et puis en même temps, aussi, Secret Hitler, pour y avoir joué plusieurs fois, c'est un jeu qui s'essouffle quand même très rapidement aussi, un peu comme le Loup-garou. Je trouve que il jouait peut-être 2-3 fois. Au-delà de ça, il n'y a plus véritablement grand intérêt parce que les parties sont très répétitives. Je ne te parle plus maintenant que je sais que tu as joué à Secret Hitler. Non, et puis à ce moment-là, si on aime ce genre de mécanique de jeu, on joue au Loup-garou par exemple. Non, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de l'action de déplacer un. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Non. L'action de déplacer un pion moi aussi, ça m'intéresse. et la conséquence, c'est Maud Bonenfant, donc, qui est professeur de communication sociale à l'Université de Québec-Montréal, dans une revue de bibliographie que j'ai oublié de nommer, mais que je pourrais redonner après. Elle présente le jeu comme un bon support d'étude des comportements humains. Et ça a illustré une partie donc, on a fait ensemble de Limits to Growth d'Alexandre Poirier, où j'avais utilisé la bombe atomique et il parlait souvent du moment. Je te parle plus. Du moment avant-après, justement, l'utilisation de cette bombe atomique, qui est un moyen facile de réorganiser les cartes dans le jeu. Et il y a forcément un avant-après. Mais oui, c'est moi. Il y a même un pendant. Mais l'action même de déposer un pion pour dire hop, et ça y est, je récupère telle parcelle. Et ça y est, j'ai acheté tel milice. Et en fait, on le joue de manière assez frivole, sans grande conscientisation en fait, de l'action. Et à la fin du jeu, prendre le temps de dire en fait, là, vous avez passé 2 heures à jouer littéralement avec des humains. Et vous avez été de fabuleux colons. Sanguinaires, par ailleurs. Et en fait, c'est une forme de conscientisation en fait, de l'action qui est faite et qui peut être faite après coup. C'est Stephen Klein qui parlait de. Alors, c'était repris par Sébastien Janvaux pour parler justement du jeu vidéo, mais en tout cas du jeu en général, et c'est la masculinité. Le micro. Alors, Stephen Klein qui parlait de masculinité militarisée, justement, sur ce principe-là. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est peut-être un peu inhérent au jeu en général, où il y a toujours cette manière-là. Enfin, c'est très traditionnel dans le jeu de devoir gagner à la fin. Et il y a aussi ce côté-là très conquête, que ce soit pas forcément militaire, mais en fait juste le fait de conquérir, aller dans Mario récupérer la princesse. De cette manière-là, c'est la conquête féminine, enfin peu importe, mais voilà, c'est cette militarisation un peu masculine, du coup, où, comme tu dis, c'est voilà, on doit se retrouver à poser un pion à un endroit. Et on a conquis le territoire, ça y est, youpi, on est content. Et c'est l'articulation game design et conséquences de l'action. Ouais. Moi aussi, je voulais rebondir sur cette... Rebondissons tous. Mais parce que ça me paraît super intéressant, cette conscientisation du je bouge un pion, parce que c'est aussi propre aux jeux de société, aux jeux de plateau, dans le sens où, dans un jeu vidéo, en réalité virtuelle, on va justement être immergé, et donc on va voir la violence. Et c'est ce qui, tu l'aborderas, est souvent reproché. Et dans un jeu de société, si je lance la bombe nucléaire, je vais en avoir les conséquences, je vais en connaître les conséquences parce qu'elles seront importantes sur la civilisation que je gère, etc. Et je ne vais pas voir cette action et je vais avoir le choc des images. Et d'où peut-être encore plus l'importance de débriefer ça ensuite. Oui, parce qu'il y a un effet de simplification, d'abstraction et un peu de mise à distance. Donc on a vite fait de la violence. Oui. Je voulais dire qu'en fait, alors parfois on peut la manifester de façon très, très nette, et on a des sujets et des éditeurs qui, on a quelques jours autour de nous qui l'évoquent, qui très très clairement parlent d'un sujet et on se dit ah tiens, idéologiquement là il y a un souci ou ça peut être un problème. Mais parfois on peut avoir sur des choses qui sont très édulcorées, très kawaii, je ne sais pas comment appeler ça, très mignonnes, qui sont Kikou. Voilà, chercher le terme, merci, le terme technique de Kikou. En fait, on peut avoir Pipou. Pipou is the new Kikou. Pardon. Et on peut avoir un truc avec des petits champignons, avec des petites fleurs, avec des petites gouttes d'eau et ainsi de suite.
quelque chose qui est soumis en fait à la même violence sous-jacente. J'apprends rien au littéraire que vous êtes de la lecture qu'on peut avoir des contes Ouais. qui sont extrêmement violents par rapport à l'inceste, au viol, à l'abandon, et sous un couvert qui est très mignonné. Et parfois, on a des jeux ou des jeux abstraits qui, pareil, sous-entendent des effets idéologiques de domination qui peuvent être aussi beaucoup plus importants. Alors ceux-là, généralement, ces types de situations ne conduisent pas à avoir le dérapage, la polémique, où on s'attrape les uns les autres. Ouais. Pas forcément perçu par les étudiants, par exemple. Oui, et puis il y a cet effet de distance. J'ai pas parlé d'un jeu qui s'appelait Antifa. Je voulais justement aborder ce sujet ensuite. Il y a la même chose aussi avec Roots. Enfin, Oui, Roots, Roots, de certaine manière, c'est un jeu de conquête, mais avec des animaux de la forêt qui sont vraiment mignons. Mais il y a Bernard. Ouais, non, mais il y a les oiseaux, c'est de la variété. Enfin, Oui. pareil, qui sont racistes, je crois d'ailleurs, mais Oui, super raciste. voilà. Mais D'ailleurs, où- d'où parce- l'expression raciste comme un merle. En même temps, comme c'est asymétrique, justement, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, mais tu incarnes différentes forces et donc tu as un Ouais, ouais. équilibre qui fait Ouais. que c'est- C'est pas Ouais, l'expression. vrai, ouais. la question est moins directement sensible. Oui, c'est aussi. vrai. Ouais. Bon. Tu parlais d'Antifa. Antifa, donc ça, c'est un jeu qui donc a fait une polémique et qui a nourri des débats extrêmement objectifs et documentés sur CNews autour. Je sais pas où tu allais en venir, mais parfait. Et donc ici, donc c'est un jeu où en fait nous sommes des antifas qui allons organiser des événements on va organiser des événements. Et donc il y a des événements, on va choisir lequel. Il va y avoir des conditions pour qu'on aille manifester, puis on va pouvoir choisir d'aller faire des sittings, d'aller faire une action plus ou moins Il y a à du débat, violence. manifestation, tractage, action Ouais. offensive. C'est ça. Donc on a des options qui sont ouvertes. Et puis voir des trucs, c'est pas pareil s'il pleut, voilà, il y a des variantes, il y a des éléments aléatoires qui peuvent nous amener à changer notre mode d'action. Et donc ça a énormément déplu aux forces de l'ordre qui disaient mais en fait là on est en train de faire un jeu sur des stratégies inciviles, illégales, et on glorifie ça. Et à l'extrême droite, il faut le dire, la contestation elle est Ah oui. venue du Ah oui, parti complètement, oui. du Rassemblement national. Et d'ailleurs signe du temps, l'état de notre pays, en fait, ça a quand même conduit à ce que ce produit s'est retiré quasiment de tous les lieux où il était vendu. Alors, c'est pas mécaniquement un jeu extraordinaire, je pense, de mon point de vue, mais voilà, donc c'était un jeu qui a été distribué notamment dans les Fnac, ce genre de... Qui a fini par le remettre en... Et en vente. mais qu'il avait retiré, j'ai l'impression, en fait, il marchait super bien, de fait. Oui. Et qui ici- était utilisé en contexte de formation à la base. Oui. Et ça, c'est quand même fou parce que c'est ensuite que ça a fait polémique. Et donc là où je voulais en venir, en fait, c'est que quand il y a une proximité avec quand il y a une proximité forte avec des sujets d'actualité, et là ici, évidemment, on a des éléments sur lesquels on va avoir de la projection du personnel. Et donc là ici, on avait les forces de l'ordre qui disent bah non, c'est pas possible. Et de la même façon que tous les jeux qui sont autour de la Seconde Guerre mondiale, les personnes qui ont été contemporains de la Seconde Guerre mondiale, ne trouvent pas forcément, même sur un jeu où on se dit bah c'est bon, mémoire 44, la possibilité de s'amuser sur la réalité du débarquement peut interroger aussi. Donc on a en fait cette particularité du jeu qui n'est pas une simulation et qui mobilise qui mobilise par essence du plaisir à jouer. Donc sur des jeux sur la fin de vie, on pense à Holding On, qui est aussi un jeu intéressant, mais voilà, une fois de plus, ça peut déraper. Moi, le sujet il m'est venu quand on jouait à ça. Excellent jeu, on l'a pas fini la partie. Esdras et Néhémie, on a joué avec des gens très sympathiques. Je sais plus qui était là, mais à chaque fois j'oublie, on en reparlera tout à l'heure. Mais en fait, c'était on reconstruit le temple de Jérusalem après l'Exode. Enfin, les murailles de Jérusalem. Ça peut un poil déraper, parce qu'on a vite fait aussi sur un sujet. Alors, il n'y a plus de personnes qui ont été présentes
ici peuvent se dire, mais on est sur un sujet qui va toucher à une question religieuse, et on peut avoir ici très très facilement voilà, une projection de considérations politiques contemporaines ou d'une libre expression antisémite et qui sera tout aussi gênant. Donc on a Oui, là, pour le coup, c'est vraiment la question de la responsabilité des joueurs quand même. oui, parce que le jeu n'y prête Et là, importance du briefing. Attention, vous êtes tous garants de la Ouais. morale du jeu. Le fameux contrat ludique. Ouais. Exactement. Par rapport à Antifa, j'avais une question, c'est que les auteurs du jeu faisaient eux-mêmes partie d'un collectif, enfin même c'était un collectif, c'était la Horde, donc un collectif antifasciste Ok. qui l'a créé. Du coup, est-ce que en tant qu'enseignant ou qu'ingénieur pédagogique qui va utiliser, qui a envie d'utiliser ce jeu en contexte d'enseignement, est-ce que ou un jeu, je prends en compte aussi les auteurs et leur éventuelle appartenance idéologique? Et que pensez-vous de Céline? Et donc, Mhm. non, mais je veux dire, c'est une œuvre culturelle, donc en fait, il y a un moment où, en plus, ça dépend du degré de politisation des auteurs, mais l'œuvre, l'œuvre peut être, l'œuvre ne fait pas, enfin, comment dire, elle ne surgit pas de nulle part, donc elle Non, est mais ça peut être issue. intéressant de contextualiser. Tu Ah dis oui, que oui. pensez-vous de Céline? Typiquement, Mhm. si aujourd'hui je fais un cours sur Céline, évidemment, en introduction, je vais aborder les enjeux de Mhm. parler de Céline aujourd'hui. Même Et si, donc, c'est certainement, toujours. en termes de plumes, c'est pas mal. Mais Oui. enfin, voilà, ça faudrait, Ouais. si on me demande de faire ce cours-là, je parlerai de Mm. l'enjeu littéraire, mais aussi de d'où je parle et Ouais. d'où il parlait. Oui. Ouais. Mais, Donc, mais c'est je pense pas- que c'est parce que le Ouais. sujet questionne qu'à ce moment-là, on prend le temps de dire qui l'a écrit, dans quel contexte, Mhm. quelle Ouais. est son idéologie. Mhm. Et bon, on est parfaitement dans le thème, mais un jeu qui ne questionne pas, on n'ira pas chercher, à mon avis, l'idéologie des auteurs bien ou des sûr. éditeurs. Mhm. Moi, j'avais Alors souvenir qu'on pourrait se poser la question. j'ai souvenir d'avoir eu Gobineau comme auteur, qui est pas enfin voilà, il y a eu des petits égarements et justement idéologiques, on va dire. Et de fait, on l'étudiait sans contexte, sans Ouais. contextualiser la Ouais. personne, ce qui posait évidemment un souci. Et donc, ce jeu-là, de l'amener, enfin, pourquoi pas, mais enfin, j'ai peut-être en sociologie, en géographie sociale, je sais pas dans quel contexte il peut être vraiment intéressant à mobiliser. Je vois pas les compétences immédiates qu'on pourrait utiliser sur ce jeu et de fait, si c'est les compétences, parce que ça reste un jeu de gestion, je pense qu'il y a des jeux de gestion qui peuvent être plus intéressants. Ou alors, ça peut être un jeu qui peut. Éventuellement, moi, je pense que je le citerai assez facilement, ce jeu-là, mais je ne sais pas si je le ferai jouer Ouais. de manière générale. Et je ne suis pas sûr que l'expérience de la partie permette de mieux comprendre la nature assez complexe de ces mouvements antifa et leur histoire. Enfin, il y a des trucs qui sont super intéressants à dire sur ces mouvements-là et des relations qu'ils peuvent avoir et avec les groupes PAF et ou les groupes ou les forces de l'ordre, mais voilà, et ou la représentation dans les médias. Mais en tant que tel, l'expérience du jeu, je suis pas sûr qu'elle soit suffisante pour pouvoir vraiment bâtir quelque chose sur la question elle-même. Mhm. Et que bien jouer à ce jeu-là, je sais pas ce que ça veut dire. Mais la Famiglia, c'est un peu la même chose. C'est un jeu qui est très sympa, avec un contexte de fond qui pourrait être finalement assez différent. On aurait pu le mettre effectivement en dehors de la Sicile et avoir une forme de mafia qui était sur une planète. La mafia des Tortues Ninja. La mafia des Tortues Ninja. Ouais. Oui, en effet. Ça fonctionne tout aussi bien et ça restera Et la décontextualisation, c'est quand même quelque chose que vous prenez beaucoup. Bah, Ouais. c'est ce qui permet de s'affranchir, à mon avis, de ça pour être en parfaite maîtrise du briefing et du débriefing. Ouais. Ouais. Parce que justement, on sait pourquoi on décontextualise, on connaît la plus-value du risque et sa moins-value. Et donc, ça nous met en parfaite maîtrise. Et vraiment, je reviens sur la responsabilité. Mais en étant en parfaite maîtrise, on est plus responsable. J'avais une dernière question. Après, évidemment, si vous avez Je d'autres points à reprendrai la aborder. parole après, spoiler. Est-ce que quel intérêt ça peut avoir d'analyser, Props. d'apporter un jeu voilà, au contenu polémique, sensible en cours, soit pour analyser cette polémique, les mécanismes qui sont derrière, qui attisent ce feu dont on parle, soit pour pouvoir la susciter parmi les étudiants et un peu voir ce qui se passe ou revenir ensuite.
Analyser, susciter. Bah, c'est Sébastien Janvaux dans Comprendre et analyser les jeux vidéo qui parlait du jeu comme comme support, comme bon support et outil en fait d'analyse critique et heuristique en fait de thématiques. Et dans le cas par exemple de questions géopolitiques qui nécessitent d'être de nouveau bien amenées. Enfin, voilà, ça reste des sujets difficiles à aborder et c'est un bon moyen pour les faire vivre. Je pense à un jeu qu'on a conçu au Gaming Lab, un jeu sur la gestion de conflits, où on place les étudiants dans une situation de crise géopolitique et en fait on leur demande donc dans un contexte fictif avec des États qui n'existent pas, dans un contexte de d'environnement géographique conçu de toutes pièces. Et on demande en fait aux étudiants d'incarner un pays fictif et d'avoir à gérer par exemple un conflit localisé géopolitique. Et en fait, les joueurs sous format jeu de rôle euh, prennent des décisions par eux-mêmes, ont la possibilité d'aller mobiliser des troupes ou pas. Il ne s'agit pas de gagner en colonisant ou gagner en produisant le plus de ressources, mais il y a beaucoup d'échanges, de discussions, de débats entre les joueurs, et les tours s'achèvent par une discussion à l'ONU. Et donc le maître du jeu, là en l'occurrence Sophie Lefez, elle est garante de la bienséance. Justement, faire prendre conscience petit à petit dans le jeu de l'importance de l'action des joueurs. Elle dit attention, en fait là vous êtes en train de discuter justement de l'accueil ou du non-accueil de migrants rescapés d'un naufrage sur vos côtes. Et en fait, vous vous rendez compte que là, par exemple, les avoir chez vous, ça vous gêne économiquement. D'accord. Et alors que on ne peut pas perdre en accueillant les migrants, par exemple. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas un jeu où le but, c'est de gagner ou perdre. Le jeu, c'est de vivre justement une expérience. Mais les joueurs sont amenés à se poser cette question. Et les joueurs, ou se la posent les joueurs sont pas obligés de se les poser parce qu'en fait, ils pourraient très bien dire oui, là, il y a eu un naufrage. Donc c'est leur propre biais culturel. Ouais, exactement. Et donc, par contre, le temps de briefing avant la séance est immense. Le temps de débriefing pendant et après la séance est immense. Parce que chaque phase, en fait, à l'ONU est conçue pour être un mini briefing de l'arc narratif qui vient de se passer. Et elle oriente également pour pas que le chaos non plus soit expansionnel, expansif, grandisse. Exponentiel. Exponentiel, merci. Donc elle peut résoudre en fait des situations de conflit par le scénario, elle est maître du jeu, donc elle peut dire arbitrairement, voilà, ce problème-là n'est plus un problème, ou finalement, pour telle ou telle raison, ça se passe comme ci ou comme ça, pour, voyant des joueurs en difficulté, par exemple, orienter. Tu voulais rebondir, Jérôme Ouais, c'est... de manière générale, sur ces sujets-là, en fait, la mécanique de la parole est certainement la plus efficace. Et c'est pour ça que si c'est des sujets qui sont sensibles, le jeu de rôle est quand même, par forum, le jeu de rôle sur table, le jeu de rôle est quand même, ou le jeu de rôle dans une mécanique de jeu de rôle dans un jeu de plateau comme dans Dilemme du Roi ou ici, c'est quand même intéressant pour aller aborder ce genre de choses. Si dans un jeu vidéo, on se posera pas forcément la question de se dire qu'est-ce que je fais de la personne qui est là, puis parce que c'est on dépasse très vite la question du pixel, surtout sur un jeu solo, j'ai l'impression. Quand on est en expérience collective et qu'on a un cas, qu'est-ce qu'on fait c'est classique en jeu de rôle, situation, qu'est-ce qu'on fait de l'otage, qu'est-ce qu'on fait du prisonnier. Ici, on va justement donner de la valeur à ce qui va se passer. Et donc, au-delà de la désirabilité qu'on peut avoir les uns pour les autres, je trouve qu'en général, ça aboutit à des vraies réflexions où on est justement sur ces enjeux éthiques. Et sans le savoir, on construit du conséquentialisme, on construit une éthique morale, on fait des fois des choses plus pragmatiques en mode éthique des vertus. Donc, on a des choses qui sont vraiment beaucoup plus riches quand, sur des questionnements complexes, on a aussi des mécaniques qui offrent la possibilité d'avoir une situation d'explication et de choix plus complexes comme la parole, là où dans un jeu, le game designer il va avoir une simplification qui va faire que le choix il est limité parmi un nombre d'options pour que ça puisse avancer aussi.
Donc éventuellement, si on a plus de temps, privilégier le jeu de rôle si on veut aborder et analyser ces mécanismes de parole. Sous couvert d'avoir un peu de contrôle de ce qui se fait, Ouais. dit, et aussi les dérapages. Oui, on l'avait abordé Ouais. une première fois. Avant de passer à ta chronique, Arthur, Damien, tu voulais ajouter un point Non, c'est en fait, tu m'as. Finalement, une on s'est passe- retrouvés une passe- dans une cet passe échange. décisive. Ah Parfait. Bravo. Parfait. Bravo Florine. Je vous remercie. Alors, donc, on a parlé donc Ça va être jeux intéressant, je suis analogiques. sûr. Comme d'habitude. Arthur, dans ta chronique vidéo Game Fact, donc tu vas revenir un petit peu sur une question dont on a souvent parlé dans les médias, la violence dans le jeu vidéo. C'est un mythe que tu avais abordé en bootcamp et que tu avais cassé. Je l'avais cassé dans une séquence littéralement. mémorable de cassage d'assiettes. Et avec Et- de l'assiette qui est restée et cassée. Et d'ailleurs, après, Oui, Mais c'est malheureusement. toute seule. c'est cassée toute seule. Donc, Oui. Tu vas l'aborder sous un angle un peu plus précis de l'intérêt justement de la contextualisation à travers Ouais. quelques exemples. oui, justement, toi, tu parlais des messages qu'on peut avoir encore aujourd'hui dans des médias très informés, style CNews, comme quoi la violence, en tout cas le jeu vidéo. On ne recommande jamais assez ces news pour avoir une Comme source quoi d'information. le jeu vidéo serait fortement lié à la violence qu'on peut retrouver dans la rue. Je rappelle, en 2023, pendant l'été, Monsieur Macron, notre président, avait dit par rapport aux émeutes liées à la mort de Naël que c'était le jeu vidéo qui amenait la violence de certains émeutiers. Et Anne Coffinier, experte en éducation, donc encore sur CNews, avait fait le lien entre la violence des jeux vidéo et l'attaque au véhicule bélier à la Nouvelle-Orléans, qui s'est passé l'an dernier, c'est ça, ouais. Donc sympa quand même, voilà. Et donc c'est un discours qui revient. Ça revient, régulièrement. Ségolène voilà. Royal avait aussi eu, avec les dessins animés dans Oui, les ouais, années c'est 90. pareil. Mais en fait, c'est quelque chose qui revient mangas tout le japonais. temps. Je rappelle Goethe qui avait écrit donc, la jeunesse du jeune Werther. Il y a eu une prétendue vague de suicides et à l'époque, la société avait fait le lien entre le roman et ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui revient en fait avec plusieurs médias. Pas que le jeu vidéo en tout cas. Et donc déjà en 90, il y a eu Mortal Kombat en 1992 et Night Trap, deux jeux qui ont plus ou moins soulevé cette question-là de la violence et de sa facilité d'accès à nos chères têtes blondes, parce que ça posait problème évidemment. Ça a poussé à la création de l'ESRB, donc l'Entertainment Software Rating Board en 94, qui est le système de notation en tout cas d'âge aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nous, en France, en Europe, on a le Pan-European Game Information, donc le PEGI. Quand vous regardez une bande-annonce et que vous entendez PEGI 12, c'est ça, voilà, c'est cette chose-là. Et alors, il y a eu quelques petites controverses qui, moi, m'amusent. Donc, il y en a une en particulier, je vais faire un test avec vous, avec Left 4 Dead 2. Donc, vous avez l'affiche là qui est affichée. Donc, il y a l'affiche européenne à gauche et l'affiche anglaise à droite. Pourquoi est-elle différente? Et le fameux 18 Non, indiqué, non C'est vraiment juste l'affiche. Les deux mains sont différentes. Ah oui, il y en a une Ah qui est oui, dans ce sens-là et l'autre qui est. Ouais, parce que la première affiche aurait pu être vécue comme un up yours, donc les deux doigts comme ça, anglais. Ouais. Et donc ils ont changé. Donc ça c'est l'affiche. Donc la deuxième affiche qu'on voit, c'est l'affiche officielle. Donc c'est Left 4 Dead 2. Donc, je trouve ça incroyable qu'ils aient changé ça. Ils ont fait une censure de l'affiche. Alors que bon, on voit très bien que c'est un. Je pense aux équipes de designers 3D qui a juste pris la main pour la retourner pour dire allez, pour les Anglais. Et je trouve ça assez rigolo quand même comme chose. Mais bon, au-delà de ça, on peut rappeler aussi Wolfenstein 3D qui avait fait aussi sa petite polémique en 92 aussi avec la présence de Mecha Hitler en boss de fin de jeu. Donc Wolfenstein, c'est un jeu où on joue un Blazkowicz, le fou, qui est donc un espion polonais qui s'infiltre dans le château de Wolfenstein pour aller tuer du nazi. Et donc à la fin, on a le boss, donc Mecha Hitler. Donc ça avait fait un petit problème quand même à l'époque. Et plus tard, donc en 2017, avec Wolfenstein 2 The New Colossus, où le jeu met donc le joueur dans la peau, donc encore une fois de Blazkowicz, dans des États-Unis qui sont contrôlés par les nazis. Donc c'est une uchronie totalement.
Et donc là, oui, on a pu Oui, voir enfin. le Ku Klux Klan qui discute avec des nazis. Et donc pareil, ça avait posé un petit problème justement, mais d'une autre manière quand même. C'est-à-dire que dans ce nouveau jeu-là, en fin de compte, ce qui avait été bien, ça n'avait pas été si mal reçu que ça. En fin de compte, on avait quand même, on arrivait à voir, c'est-à-dire le principe de critique Oui, justement. parce qu'une uchronie, c'est que se serait-il passé si. C'est Donc, ça, ouais, ça montre les conséquences exactement. néfastes aussi. Ouais. Et donc en 95 aussi, je reviens encore un peu en arrière, on a Phantasmagoria qui a été écrit donc par Roberta Williams. Roberta Williams, grande figure du jeu vidéo, cette femme qui a créé avec son mari Sierra Games, qui a fait King's Quest notamment, donc jeu d'aventure. C'est, je crois que la première personne à avoir créé un jeu d'aventure textuel avec des images. Donc c'était des fils de fer, donc vraiment grosse personne dans le milieu. Et donc elle a écrit en 95 Phantasmagoria, où en fait elle réintroduit dans le jeu vidéo des thématiques spécifiques à la littérature gothique et au cinéma d'horreur, Ouais. avec un excès de gore et un peu de contenu sexuel, Pornographique, ouais. ouais, notamment. Tout le monde se Mais l'a alors, arraché à mon époque. C'est ça, mais contenu pornographique, Exact. mais en même temps qui n'est pas en fait complètement gratuit. C'est-à-dire que là, dans Phantasmagoria, il y a une scène de viol conjugal. Et il y a eu une grosse critique à cette époque-là, notamment donc, les Américains qui s'étaient vraiment offusqués justement de cette présence-là. Mais je tiens à le rappeler, en fait, dans ce jeu, c'est pas gratuit. Dans Phantasmagoria, on joue Adrienne qui emménage avec son mari dans une maison hantée. Donc on joue du coup cette femme-là. C'est un jeu en FMV, donc c'est full motion video capture. Donc c'est des acteurs qui jouent. Donc c'est très mal joué, c'est un peu nanardesque sur les bords quand même, leur façon de jouer. La version française, elle est incroyable, franchement. Ça vaut sa petite pépite. Et donc c'est un peu voilà, ça avait fait débat parce qu'effectivement c'était l'aspect visuel en fait très réaliste avec des acteurs en fait qui avaient choqué du coup les gens à l'époque. Et donc ils emménagent dans cette maison hantée, un peu à la maison des damnés, comme dans le livre de 1974 de Richard Matheson, qui est bof, bon voilà. Prends Et ça, donc- Richard. Ouais, mais donc en fait, son mari change du tout au tout après avoir emménagé. Il se fait posséder par le démon qui vit dans la maison et donc son comportement change. Il devient violent avec sa femme et donc le jeu dénonce un peu cette chose-là. Et donc si la violence choque à l'époque, en tout cas, elle dérange néanmoins, elle dénonce pardon, néanmoins une réalité horrifique que connaissent certaines femmes et permet, grâce à cette horreur, de pouvoir l'engager dans la discussion publique. Mais ça, c'est vrai aussi par rapport à toute œuvre un peu horrifique, justement, de remettre, dire, bah voilà, ça arrive, ça existe et c'est pas quelque chose qui est complètement gratuit. Et Wolfenstein 2, d'une certaine manière aussi, avec du coup son uchronie aux États-Unis, bien que ça laisse quand même le joueur vraiment dézingué du nazi, donc on peut les démembrer, tout ça, c'est assez violent et très très gore. Mais en fait, le jeu il souligne aussi cette violence d'un pays qui, sous un régime totalitaire, utilise donc des affiches de propagande comme celle-là, donc avec le drapeau américain dans les toilettes parce qu'il faut apprendre l'allemand, parce que l'américanisme, non, c'est fini. Et donc c'est là où pour moi, en tout cas, la contextualisation d'une œuvre, elle est utile. C'est que certes, des fois, il y a certaines œuvres comme Phantasmagoria qui à une époque ont choqué, mais qui aujourd'hui permettent aussi d'engager une certaine discussion, dire ok, bah non, ça existait déjà à l'époque et pourquoi ça choquait, tout ça. Voilà. Merci Arthur pour De rien. ce travail documenté Super intéressant. Merci. qui met vraiment les choses en perspective. On te rappellera. Tu Ah, seras réinvité. voilà. Oh, merci, c'est gentil. Alors, parler d'Uchronie pour une nazification des États-Unis, je sais pas. Oui, mais alors ce Ah, qui est Aujourd'hui, marrant, ouais. c'est que Wolfenstein 2, il est sorti peu après je crois que c'était les manifestations justement des ultra-droitards, donc c'était à Charlottesville, je crois. C'est ça. Ouais, avec des Et, défilés. et ce qui est super, moi ce que je trouve un peu rigolo, c'est que le jeu est sorti vraiment juste après et pas mal de critiques ont vu là en fait une critique de cet événement-là qui s'était passé quelques mois avant. Ce qui est juste impossible quand on connaît l'industrie du jeu vidéo. Et c'est ça. Et après, eux, justement, donc les développeurs avaient dit, bah non, nous,
On On l'avait conçu il y a 2 n'avait ans. pas su que ça allait se passer, mais bon, effectivement, si vous voyez un lien entre les deux, cool, parce que On le sentait nous, venir. avec notre jeu, c'était un peu ce qu'on voulait dénoncer, que Ouais, et puis, voilà. dire que les gens du Ku Klux Klan sont très très proches des idées des nazis, c'est Mais- pas non plus Mais c'est ça. Ouais. le grand Je sais écart bien, conceptuel. Quoi. Mais ce Oui, qui oui, est c'est une ça. bonne illustration que les productions ludiques comme artistiques sont souvent plus une bonne illustration, un bon reflet de nos sociétés que Ouais, ouais. qui va provoquer des phénomènes ou des ouais, comportements totalement, dans nos ouais, sociétés. Totalement. Ou alors, C'est horrible, on a un pistolet, on n'arrive pas à s'empêcher Oui. de jouer avec. J'arrête. vous allez avoir un malus Ah, pour oui, le jeu de fin. Désolé. Non, alors, si vous avez des questions, évidemment, sur ces sujets, n'hésitez pas à nous les poser, soit maintenant, soit par la suite. Retrouvez nos replays, comme d'habitude, sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen. En attendant, on va passer à un sujet un petit peu plus doux, un petit peu plus joyeux, on espère, en revenant rapidement sur les derniers jeux qu'on a découverts. Alors, déjà, je vais me tourner vers toi, Damien, parce que la dernière fois, je ne t'ai pas demandé. Et je ne sais pas si tu te souviens le jeu dont tu voulais parler. Je n'ai plus envie d'en parler. T'as plus envie. Non, je voulais parler. Si, c'était pas d'un non, jeu de c'est rôle non, ce jeu de rôle, c'était la fois d'avant. C'était le jeu Supervive, jeu vidéo Supervive, Ah oui. qui présentait MOBA, là. un MOBA Battle Royale, en fait. Donc un doux mélange de Dota et de PlayerUnknown's Battleground, par exemple, où on a. Alors, ce que j'aime bien dans cette mécanique, c'est qu'il se joue très bien en équipe, en solo. Voilà, ça dépend du niveau d'engagement qu'on peut avoir dans ce type de jeu et de la volonté de performer. Mais quand on y joue occasionnellement, je trouve que c'est un très bon jeu qui se fait en équipe. Et c'est un jeu qui permet beaucoup d'adaptation, en fait, dans la stratégie. C'est-à-dire que dans les MOBA, quand une équipe ou un joueur est en position de domination, on sent la partie pliée d'avance. Dans ce jeu, on a la possibilité de récupérer en fait des objets au cours de la partie et qui permettent de contrebalancer en fait la domination d'un joueur. Et en fait, rien n'est joué dans ce jeu-là. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que plus on se rapproche de la fin, à savoir un duo contre un autre ou un quatuor contre un autre, ou les 2 derniers adversaires, on sait que vraiment rien n'est joué jusqu'au dernier moment. Donc voilà, une petite découverte d'un jeu qui est sorti il y a quelques mois et qui, à mon avis, a un avenir pas si radieux, parce qu'il y a déjà des joueurs qui commencent à l'oublier un peu, mais c'est une modalité intéressante. Tu peux redonner le titre, s'il te plaît ? Supervive. Supervive. Ouais. Beaucoup. Jérôme, tu as mentionné déjà le jeu que nous avons découvert la Esdras et semaine Néhémie. dernière. Esdras et Néhémie. On a joué avec Benoît et Nicolas. Tu veux revenir un petit peu ? Ouais. Donc Esdras et Néhémie, donc c'est sur un auteur. Alors il n'est pas loin, il n'est jamais très très loin, mais Arthur. Nicolas, notre game designer, aime beaucoup l'auteur Shem Phillips, qui a fait toutes les séries, toutes les trilogies. Il y en a une sur l'Inde d'ailleurs maintenant j'ai vu là qui m'intéresse pas mal, les pillards des mers du Nord, et les vicomtes de l'Ouest. Voilà, donc Shem Phillips, il a également, c'est son frère qui a dû faire, donc c'est la maison d'édition aussi a fait. C'est chez Pixie Games. Pixie Games, donc le mur d'Adrien. Enfin, l'univers graphique est toujours très sympa. Et puis là, les mécaniques sont vraiment très bien huilées. Donc c'est un jeu justement sur lequel ça peut déraper parce qu'on joue des personnes qui participent à la reconstruction du mur de Jérusalem et qui accueillons, donc c'est ce qu'ont fait Esdras et Néhémie, qui accueillent justement les Juifs qui reviennent d'Exode à Babylone, et donc il faut les resensibiliser à leur propre culture avec donc des enseignements de la Torah. Et donc le jeu, il est vraiment intéressant parce que la thématique est très présente. On a le Shabbat, il y a la préparation du Shabbat et le Shabbat, donc où on joue pas, donc et puis donc c'est documenté et en lien avec les thématiques, hein, vraiment ce principe de reconstruire le mur, d'envoyer voilà, l'utilisation c'est un jeu de pose d'ouvriers, hein, essentiellement, donc l'utilisation de nos ouvriers pour aller faire des actions à droite à gauche. Voilà, donc pour moi c'est une très bonne découverte, et donc j'en ai profité ce week-end pour pouvoir faire une partie complète parce que le jeu est assez long. À 4 joueurs il est assez long, à 2 ça se fait un peu plus vite, mais donc faut bien compter, je dirais facilement une demi-heure, 3/4 d'heure par joueur, plutôt 3/4 d'heure par joueur. Et donc une très très bonne conjonction de mécanique et de
et de thématiques, avec une super illustration, enfin des illustrations vraiment utiles, et une bonne rejouabilité également. Et sur ce sujet-là, justement, je trouve que l'approche ne laisse pas tellement de prise à se laisser aller. Ça fait un petit peu comme dans Holding On sur un sujet assez lourd. On se disait, bah, c'est bien parce qu'en fait, on n'en vient pas à faire un petit délire sur les gens qui meurent. Mais là, c'est pareil. On n'a pas cette tentation, cette perspective. Et donc, très belle surprise. Et on y rejouera sans Et on doute y rejouera très certainement. prochainement. Et puis, je Voilà. l'amène, parce que c'est un gros Gros jeu. Arthur, avec Lucie et Valentin, vous avez joué à Septima, Ouais. Septima. Ouais, jeu vas-y. de Robin Egdus, ou Robin Egdus, je ne sais pas, je m'en excuse, chez Mind Clash Games et Super Meeple, un jeu de 2023. Ouais, c'est ça. C'était sympathique. On n'a pas pu terminer la partie comme vous, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de règles. C'est-à-dire que c'est un jeu où on joue des sorcières qui devront remplacer la grande Septima du village. Donc, on doit aller se déplacer pour soigner des villageois. Sauf que, étant donné que nous sommes des sorcières, on a des suspicions des villageois qui veulent nous arrêter certaines fois. Et donc, si on a trop de suspicions, on va au tribunal et on va être jugé au tribunal des sorcières. Si vous flottez, c'est ça. C'est ça, c'est comme dans Monty Python, exactement. Et donc, c'est un jeu qui est sympa, qui peut peut-être être à la langue peut-être rébarbatif, je pense. Parce que vraiment, en fait, on avait vraiment beaucoup de temps à s'y mettre parce que les règles étaient vraiment super longues à lire. C'est-à-dire que il y a les 4 saisons. Dans chaque saison, il y a 7 phases de lune. Et dans une phase de lune, il y a 7 actions. Enfin, c'est un tour complet avec 7 actions à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment beaucoup de choses dès le début à lire, en tout cas quand on n'a pas joué au jeu. Mais une fois qu'on l'a en tête, ça roule quand même très rapidement, mine de rien. Puis c'est un très beau jeu et en termes de mécanique, on a du double guessing, donc il faut deviner les intentions des autres et réciproquement. C'est ça. Et vous avez joué avec la musique, parce que je vois dans le livre des règles qu'il y a possibilité avec un QR Pardon code. Comment ça? Ici, il y a un QR code et il y a une musique originale. Ah bon? Ouais. On va sans doute le faire cet après-midi. Ça regarde. tombe bien, parce qu'on voulait le refaire effectivement cet après-midi, donc on va le refaire avec la musique. Alors, avant de conclure, je voulais au moins vous présenter le petit jeu qu'on vous propose de reprendre. On joue un petit coup. On joue un petit coup. Ah bah allez. Donc c'est un jeu qui avait été... On va prendre sur le temps d'antenne du live suivant. En partie imaginé par Lucie Tamboise, qui est un jeu pour tester un peu nos compétences de ludopédagogue, toujours en utilisant notre base de données d'analyse de jeu. Donc, vous avez dans ces petits pots des choses à piocher. Il y a une discipline, une compétence, une contrainte de public, d'horaire ou de lieu. Et donc, on vous propose de piocher une de chaque. Alors, vous aurez à choisir entre le lieu ou l'horaire. Et puis, voilà, d'imaginer un petit peu quel jeu on peut proposer. Ça le fait. Quel jeu de la bibliothèque on peut détourner voilà, pour travailler sur cette compétence dans ce cadre donné. Est-ce que vous voulez essayer dès maintenant? Oui. Ouais. Alors, je vous laisse piocher chacun. Est-ce que vous préférez du lieu ou de la durée? Ça, c'est vraiment toi. Tu prends tout. Ah oui, tout pour moi. Damien, lieu ou durée? Lieu. Lieu, c'est parti. S'il te plaît. Non, alors, piochez juste dans le pot que je vous ai donné. Ah, ok, Ah, d'accord. d'accord. Ah, oui. Ah, moi, du coup. Voilà, vous lirez votre contrainte. Ah, d'accord. Vous êtes chacun. Donc toi, Jérôme, tu as la compétence Oui. qu'il faut travailler. Mettre en œuvre un projet dans un contexte compétitif. Damien, c'est dans quel lieu? En Learning Lab. Arthur? Avec des joueurs débutants. Et je vais piocher la discipline. Ce sera en sciences du langage, qui est un peu compliqué peut-être. Tout est. C'est challenge quoi à la relever. compétence? Donc, mettre en œuvre un projet dans un contexte compétitif. Donc, ça, c'est Mhm. pas forcément compliqué, parce qu'on peut toujours organiser des équipes ou faire Mhm. jouer au même jeu plusieurs tables. Donc, et puis, qui dit projet, dit qu'il y a une commande, il y a un délai, il y a un livrable. Donc, il y a Moi, quand je même pas mettrais mal. bien un jeu d'optimisation et l'équipe qui optimise le mieux, par exemple. Enfin, l'avantage du Learning Lab, quand même, si on parle juste de lieu, c'est que chaque équipe peut aller, par exemple, aménager son espace de travail. Et on peut même imaginer à la fin de la séance
faire une petite corrélation entre la façon dont les joueurs ont construit leur espace et leur leur facilité à travailler dans le contexte physique qu'ils ont conçu. Voilà, je pense que c'est un élément de débriefing après. Et il faut qu'il y ait l'élément sciences du langage éventuellement. Hein. Alors, ça, c'est. D'accord. Voilà. Toi, t'avais quoi comme. Ah non, moi j'ai fait littérature anglaise. Oui, mais Non, mais- Joueur débutant. Joueur débutant. Joueur ça débutant. va avec Donc, ce proposé. D'accord, donc des joueurs débutants. Alors, ça va indiquer quand même c'est-à-dire qu'il ne faudra pas sortir des jeux où il y aura 7-8 mécaniques à maîtriser. Voilà, il faudra avoir des choses qui soient mono ou bimécaniques. Si c'est des joueurs débutants qui ne sont pas du tout. Voilà, en termes de complexité, aller sur du Seven Wonders-like plus que sur des choses un peu plus complexes où il faudra. Voilà. Donc, et dans les sciences du langage. Idéalement. Bah, je sais pas trop ce qu'ils font en sciences du langage. Le jeu mais qu'on a vu tous les deux il à y a des belles Essen, vidéos sur à quoi Oui. pensent les qui est linguistes. très très coloré. Oui. Alors, j'ai plus le titre, mais dans notre épisode sur Essen, sur le festival Spiel, on vous parlait d'un print-to-play que nous avons ici. Il y a un jeu de communication. Ouais. On essaiera de le retrouver, de le mettre dans la ludographie. Et du live. c'est un jeu modalité un peu coopératif quand même. Et il y a la dimension du nombre d'éléments devinés. Donc en fait, on pourrait amener cette dimension de challenge par équipe au sein du grand groupe, à mon avis. Et est-ce que le jeu Dadada Non. Non. Dadada. Dadada, où on construit un langage. Ouais. Mais Je en contexte partirais compétitif, volontiers je sais là-dessus. pas. En fait, contexte compétitif dans la mesure où, malgré tout, on a un mini-score. Et puis, si on veut avoir la dimension projet, on peut même essayer de rédiger un peu Oui. la langue, en fait, de faire Ouais. un peu D'aller plus loin, en fait. la grammaire, les codes, d'avoir quelque chose qui pourrait aller dessus. Parce que dans Dadada, on invente un langage en groupe en parlant par syllabes. On l'avait déjà dit, mais on le répète. Donc oui, en faisant plusieurs groupes qui ont un rapport à écrire sur l'analyse puis, de la construction du langage. Et puis avec le challenge, avoir une institution globale après, en fin d'heure, où chacun vient présenter dans sa langue natale, inventée, donc, dans sa langue inventée, son projet. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, Je moi aussi, propose pas mal. de garder cette proposition. Le prochain live d'ailleurs sera avec le langage de Dadada qu'on aura fait. Voilà. J'aimerais beaucoup. Oula. Toute aventure sur des choses. Bravo pour Il cette me semble que intelligence. c'est le live où Nicolas d'ailleurs sera là. Alors, Et moi, je crois que j'ai quelque chose à faire mardi prochain. Dada. Bravo pour cette intelligence collective en pleine action. On va vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un live sur les jeux coopératifs. Nul ou très nul? Ou excellent. Nul ou très nul. C'est ça Le gant est lancé. Merci d'avoir été là. Merci à nos chers collègues en coulisses, Benoît, Merci, Lucie, Florine. Nicolas. Et merci à vous, chers auditeurs, téléspectateurs. Merci. Passez une bonne semaine à mardi 13h.